Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de forêt, on va parler de corruption liée à l'IMC. Ah oui. On va parler également d'une question d'un auditeur qui aimerait savoir un petit peu ce qu'il vaudrait mieux faire pour perdre du gras entre la musculation et le CrossFit. Bon, avant de démarrer, je voulais juste vous dire que ce week-end, j'ai sorti un cours un petit peu pédagogique avec les vidéos qui vont avec, pour vous montrer quelques petites techniques. Il y a 7 petites techniques que vous pouvez appliquer chez vous pour vos entraînements. Alors, ce sont des techniques qui sont à savoir, en tout cas pour ceux qui s'entraînent à la maison, parce que pour ceux qui s'entraînent en salle, logiquement, vous les connaissez par observation, par apprentissage mimétique, etc., avec les autres pratiquants. Mais pour ceux qui se sont toujours entraînés à la maison, probablement que vous n'avez pas reçu cette éducation-là. Donc c'est des petits tips comme ça, par exemple pour pouvoir mettre plus lourd sur certains mouvements, pour réussir à faire tel ou tel mouvement, on va dire avec plus de sécurité et surtout plus d'intensité. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Enfin, je vous ai montré pour ceux qui l'ont déjà vu et je vais le faire pour ceux qui vont aller voir dans la foulée. Donc le lien pour y accéder à ce petit cours, vous l'avez en note de l'épisode. Voilà. Bon, avant de démarrer, j'avais juste envie de renouveler un petit peu les remerciements que j'avais fait dans le podcast de début d'année. Donc je reçois tous vos messages, merci beaucoup pour le soutien du podcast. Ça me fait toujours très plaisir et certains me posent des questions par email. Sachez que vous avez un lien dans toutes les notes des podcasts, un lien qui vous envoie vers un petit formulaire pour me poser des questions anonymes. Donc ça s'appelle « Posez votre question ici », là dans les liens à suivre, dans les notes d'émission là, et vous avez un lien vers un formulaire. Alors c'est 100% anonyme dans le sens où il y a ni adresse email, ni prénom, ni nom, ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de décliner votre identité puisque le but étant d'avoir des questions les plus honnêtes possibles. Et quand on enlève l'identité, les questions deviennent de plus en plus honnêtes. Donc ça me semblait intéressant de fonctionner comme ça, là où tout le monde dit justement qu'il faut mettre son nom pour assumer et tout. Ouais, mais pour des questions comme ça, on s'en fout en fait, moi de savoir qui vous êtes, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les problématiques rencontrées et de voir si je peux avoir parfois des pistes de solutions ou de réflexion sur les sujets. Voilà. Donc vous avez le lien dans tout. Alors les liens, si vous êtes sur YouTube ou ailleurs, le lien que vous avez dans les notes, c'est le lien principal qui vous envoie vers la fiche de notes. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez une première fois, vous accédez à la fiche de notes avec le sommaire du podcast et compagnie. Et toutes les références. Voilà. Bon. Alors, premier sujet, mesurer le taux de corruption d'un politique avec son IMC. Alors, c'est Pavlo Blavatsky, professeur d'économie à la Montpellier Business School, MBS, qui défrait la chronique avec son enquête sur le rapport entre l'obésité des hommes politiques et leur niveau de corruption, qui a été récompensé à Harvard. Alors, ce que j'avais lu, ça m'avait paru intéressant et il y a eu une interview qui a été faite et tout dans le Midi Libre, c'est le journal local, hein, pour ceux qui savent pas, journal local dans l'Hérault. Alors, il disait, alors après un master réalisé à Cambridge, non, c'est pas ça qu'il dit, alors non, voilà. Comment est née l'idée de cette étude? Il dit par hasard, j'ai lu dans le journal l'histoire de Volodymyr Zelensky, un acteur ukrainien qui jouait dans une série, un président qui luttait contre la corruption. Et il est finalement devenu le favori du premier tour de la vraie élection présidentielle ukrainienne en 2017. Alors que je ne suis pas spécialiste de cette question, je me suis posé la question académique simple, comment mesurer la corruption ?
Et je me suis rendu compte que le moyen quasiment intraçable pour soudoyer un homme politique, c'était de l'inviter au restaurant. Et quand quelqu'un est souvent invité au restaurant, il a tendance à prendre du poids. Alors vous allez me dire, attention aux raccourcis rapides, etc. C'est pas vraiment un raccourci rapide, parce que lui, il a fait des recherches un petit peu plus approfondies qui ont été récompensées, etc. Mais c'est surtout que ça donne un outil assez visuel au grand public pour analyser ce genre de choses. Mais c'est là où il va y avoir des problématiques, parce que les gens ils vont dire que dès qu'il y a surpoids chez quelqu'un qui prend la parole et qui a du pouvoir, il y aura forcément corruption. Il faut faire attention aux parallèles un petit peu trop rapides, mais en tout cas, là, il dit comment avez-vous procédé pour réaliser cette enquête. Il dit au départ, je voulais partir sur tous les pays du monde, mais c'était beaucoup trop compliqué, donc j'ai donc recensé sur 15 pays de l'ex-URSS, aussi pour une question de facilité, car je sais lire la langue. S'ensuit un important travail de récolte des photos de ministres, 299 au total, puis j'ai utilisé un logiciel d'intelligence artificielle, ce dernier qui regroupe plusieurs millions de paramètres, a ensuite fait le travail pour indexer l'indice de masse corporelle aux photos. Entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où l'étude a été publiée, je pense qu'il y a bien eu 2 ans de travail. Donc il dit, avez-vous rencontré des difficultés dans la tenue de cette enquête? Il dit d'abord, trouver les photos de certains ministres dans des pays plutôt fermés a été une épreuve, et puis une fois l'étude réalisée, il fallait obtenir sa publication. Beaucoup de revues scientifiques de renom n'ont pas voulu prendre le risque de publier une telle étude. Ils avaient peur des risques politiques. Il faut dire que c'est une thématique innovante. En économie, il est très rare d'analyser les données graphiques. On analyse plutôt les chiffres. Finalement, elle a pu être publiée en juillet 2020 dans Economics of Transition and Institutional Change, avec mon accent parfait. Et quels résultats ressortent de votre étude? Il demande. Alors, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'un tiers des ministres étudiés ils ont un IMC entre 35 et 40, donc c'est plutôt élevé, hein, c'est au-dessus de c'est 25 la limite haute et 18,5 la limite basse, soit quelque chose considéré comme de l'obésité sévère. L'autre résultat notable, c'est qu'il y a une forte corrélation entre le surpoids des dirigeants et la corruption perçue dans leur pays. Et la dernière chose, c'est l'opposition entre corruption des élites et l'IMC de la population. Par exemple, au Turkménistan, les dirigeants ont un IMC médian de 34 à 35 contre 26,5 pour le reste de la population, soit un écart de 10 points. Voilà. Bon, en fait, moi, la fin des citations. Moi, ce qui me... Évidemment... il y en a qui vont se dire, attends, on va l'appliquer en réel à ce qui se passe en ce moment. Je pense pas, parce que, si vous voulez, pour pouvoir faire une étude correctement dans ce sens-là, il faut avoir, les preuves de corruption. Et une fois qu'on a parce que si vous n'avez pas les preuves de corruption, vous pouvez pas définir que le surpoids est obligatoirement facteur de corruption. Mais quand on a toutes les données, donc des faits avérés de corruption, ça devient beaucoup plus facile. Là, aujourd'hui, on peut que supposer certaines choses, etc. Donc bon, je trouvais ça intéressant, le lien. Et puis bon, surtout Montpellier, voilà, vous savez que moi, Montpellier, c'est une ville qui est proche de chez moi. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Alors, c'est pas ultra récent comme news, hein. Je crois que c'est fin d'année dernière, c'est du fin 2021, c'est pas du 2022, mais c'est remonté dans mon feed d'actu, donc je voulais vous en parler parce que j'aime bien les sujets comme ça qui sont un petit peu borderline, qui seront certainement pas pas très médiatisés. En tout cas, je pense pas que ça intéresse grand monde, à part ceux qui s'intéressent un peu au tour de taille et compagnie. Mais encore une fois, et puis je serais curieux de savoir si une telle étude peut être appliquée. Là, je pense que pour le chercheur, effectivement, ça devait être plus simple d'étudier en France la corruption d'un autre pays, puisqu'on le sait, comment dire, zut. Les trucs de complot et tout ça, ça appartient étrangement toujours qu'aux autres pays, mais jamais dans celui dans lequel on vit. Donc j'imagine que en Russie, c'est toujours les autres pays qui complotent et jamais eux, et les Américains, c'est toujours les autres et jamais eux. Enfin voilà, vous comprenez le truc, quoi. Donc je pense que c'est plus évident d'étudier un autre pays sur ce genre de sujet plutôt que son propre pays, quoi, pour pas s'attirer les foudres. J'imagine Alors l'avantage, c'est que c'est pas du pouvoir en place, c'est
celui d'avant, donc celui qui est logiquement plus du tout ou presque plus actif, quoi. Mais bon, encore une fois, faut avoir des faits avérés, puisque sinon on pourra jamais en tirer des conclusions que sur des suppositions. Voilà. Bon, en tout cas, moi je trouve ça toujours intéressant de voir que des faits aussi saillants comme l'apparence physique peut donner qui est corrélation avec justement du comportement, finalement, voilà. Bon, bref, je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais moi ça m'a intéressé d'en parler. Alors les enfants s'intéressent à la forêt, donc ça vient d'un journal, alors je sais pas si on dit un journal, mais en tout cas un site internet, je sais pas s'ils ont un magazine papier, mais qui s'appelle Good News, un truc comme ça, où ils partagent, eux ils ont fait le pari de partager que des informations positives. Non, c'est Positive News, je crois, c'est pas Good News, c'est Positive News. Donc du coup, ils ne partagent que des choses positives, ils essayent de lutter un petit peu contre l'information, négative et compagnie. Alors, il y en a qui ont déjà essayé par le passé, ça n'avait pas marché, notamment en France, je crois. Mais là, en Angleterre, ça a l'air de marcher, puisque le magazine, je le suis, enfin la revue online, je la suis depuis quelque temps. Et c'est vrai que on n'a pas le même état d'esprit sortant quand on lit une revue comme ça que quand on lit, je sais pas moi, vous regardez Google Actu France par exemple, vous regardez sans mettre de mots-clés ni rien, vous allez voir que vous avez très peu de choses positives. On a très souvent du négatif, quoi. Donc c'est forcément l'état d'esprit sortant n'est pas le même quand on vous partage du positif et on vous partage du négatif. Le problème, c'est que quand il y a que du négatif, on pense qu'il y a que ça qui existe, et quand il y a que du positif, on pense qu'il y a que ça qui existe également. Bon. Mais bon, ça vient un peu tempérer, parce que quand on est trop souvent avec le négatif, ça permet quand même d'avoir un petit peu un contrepoids, quoi. Donc les enfants s'intéressent à la forêt. Pourquoi ? Alors ils disent les écoles forestières, alors c'est en Angleterre, hein, mais j'imagine que si on observait en France, on devrait pouvoir avoir le même genre de données. Donc les enfants s'intéressent à la forêt, les écoles forestières connaissent une forte croissance, alors que les enfants renouent avec la nature et le plein air à la suite de fermetures pandémiques étouffantes. Oui, parce qu'en fait, il a la citation de ceux qui observent ça, il dit, donc j'ouvre les guillemets, ils ont peut-être pensé à d'autres moyens d'éduquer leurs enfants, et ils ont peut-être eu l'occasion de les emmener davantage à l'extérieur pendant cette période, de passer du temps avec eux à l'extérieur et d'apprécier cette expérience. On le sait, on a tous vécu confinement allégé, on va dire, les années passées. Et déjà, je crois qu'il y a eu une hausse de 40% des coureurs, donc des gens qui se sont mis ou remis à la course à pied. Mais il y a eu également énormément de promenades en forêt, puisque c'était des endroits où, voilà, le masque était enlevé, c'était des endroits où on pouvait aller se ressourcer, etc. Et probablement que des enfants ont trouvé du sens à se trouver en forêt, et ils s'intéressent de plus en plus à ça. Et donc du coup, les écoles forestières, je trouve ça génial, moi, connaissent. Il y a des listes d'attente et tout. Hein, là, c'est pas juste on note qu'il y a un peu plus d'inscriptions. Non, c'est vraiment là-bas chez eux. Il y a eu une forte demande. C'est comme si du jour au lendemain, on pouvait plus s'inscrire pour, je sais pas moi, je sais pas comment elles s'appellent, mais à Montpellier, je crois que c'est Agropolis, les écoles liées à la nature et tout ça. Je sais pas comment ça s'appelle par chez vous, mais en tout cas, ils sont passés d'un état normal, voire où il n'y avait pas trop d'intérêt, à un état de forte croissance. Et c'est vrai que quand on parle parfois à des citadins, ou qu'on entend à la télévision des gens que l'on sait citadins, qui vivent en ville et qui sont plutôt dans les capitales, enfin dans la capitale en tout cas en France, on a l'impression que le discours qu'ils ont ça s'arrête au périph', quoi. Il y a au-delà du périph', il y a plus rien. Et de plus en plus, la nature revient on le voit, la nature, les promenades et tout. Moi, je suis né dans la forêt, donc je suis pas né dans la forêt, mais j'ai grandi dans la forêt, en tout cas entouré de forêt. Et c'est vrai que ce calme et tout ça, peut-être que certains en ont fait l'expérience, leur première expérience réelle durant ces confinements, et ça a réveillé ça a réveillé une passion pour certaines personnes, et puis ça a même fait naître du désir d'y vivre ou d'y passer plus de temps pour les plus jeunes. Et moi, je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant de voir qu'à un moment où on a une
une charge, etc. Je pense surtout aux enfants, hein, c'est parce que là, il parle des enfants, donc je pense à eux, ces enfants qui sont, voilà, on leur met, ils ont beaucoup de contraintes, vous le savez, aujourd'hui. Et de se retrouver en nature, tranquille, à pouvoir observer, à prendre du temps, à pas avoir réellement de consignes, mis à part ne pas foutre le feu et ne pas polluer, quoi, les gestes simples quand vous êtes en forêt, et puis tout ce côté aventure, découverte, parce que c'est vrai que pour beaucoup, la vie, c'est la ville, c'est-à-dire que le paysage, c'est urbain, c'est des rues, c'est de la circulation, c'est du bruit, c'est certaines odeurs. Et quand on prend ces individus-là, qu'on les met dans la nature, c'est complètement modifié. Les rues ne sont plus des rues, mais ce sont des allées, ce sont des chemins. Les bâtiments ne sont plus des bâtiments, mais des sapins, mais des chênes, mais des, je sais pas, peut-être même des noisetiers, des oliviers, j'en sais rien, peu importe l'endroit où on se trouve. Les tramways, c'est plus du tramway ou des bus, mais ce sont des rivières, des cours d'eau, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça peut créer une nouveauté, un petit peu un paysage presque féerique pour certains, et de voir que l'intérêt revient. Forcément, plus il y a d'intérêt pour quelque chose, plus il y aura de cerveau pour y penser. Vous savez, moi j'aime bien dire que c'est comme des mots croisés. Des mots croisés, essayez de faire des mots croisés seuls, donc vous allez mettre un certain temps, mais ajoutez un cerveau à ça, donc faites des mots croisés en couple, ou avec un ami, ou avec un enfant, si un enfant est capable d'en faire, en tout cas autour de vous, vous allez voir que d'additionner deux cerveaux, ça va beaucoup plus vite. Et là, si on additionne des tas de cerveaux passionnés par les espaces verts, certainement qu'on aura puisque forcément un cerveau passionné d'espaces verts voudra le préserver, donc forcément il y aura des extrêmes avec des mouvements politiques, mais il y aura aussi des innovations certainement et du progrès pour essayer de maintenir et d'encourager l'entretien, etc. Moi je trouve que c'est, en tout cas quand j'entends ça, quand je lis ça, ça va tout à fait dans le mode de vie sain, et forcément on est en activité puisque pour se rendre dans ces forêts, faut se véhiculer soit à vélo, soit à pied, donc forcément ça va dans le sens de l'activité physique, de l'extérieur, du plein air, de l'oxygénation, etc. Et ça me semble important d'en parler, et je pense que ce sont des métiers aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous dire, je fais énormément de consultations actuellement. J'ai beaucoup de demandes de personnes qui veulent avoir, on va dire, ils me consultent quoi pour certains sujets liés au fitness ou au style de vie. Et je n'ai que extrêmement rarement, mais même très très rarement, des personnes qui ont un métier comme garde forestier, comme bûcheron. J'en ai eu, mais c'est marginal par rapport à des personnes qui ont un travail sédentaire, d'intérieur, voilà. Donc on le voit, enfin moi je le vois, enfin soit ces gens-là ne ressentent pas le besoin, soit ces gens-là deviennent minoritaires. Et je pense qu'aujourd'hui, quand demandez un petit peu autour de vous, alors peut-être plus aujourd'hui même, mais juste avant Covid, on va dire, demandez aux jeunes quel est le métier de rêve, youtubeur, devenir marketeur. Et d'ailleurs, un petit message marketing là, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages, alors pas vous qui m'écoutez passionné de muscu, mais les gens, je sais pas, si vous faites du marketing, votre métier, arrêtez de me démarcher pour me dire j'ai analysé votre site blablabla et je pense que vous pouvez être mieux placé sur tel ou tel mot-clé. J'en ai marre. J'en reçois toutes les semaines des dizaines. Je sais pas quelle formation vous avez suivie, mais à la fin ils vous ont dit le mieux c'est d'aller démarcher en direct. J'ai l'impression que c'est du porte-à-porte moderne. Franchement, c'est pas singulier comme approche. Vous avez tous la même et souvent vous oubliez de changer les prénoms. Donc voilà, c'est les prénoms de ceux que vous démarchez. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que ça donne pas envie de vous solliciter, et dites-vous bien une chose, c'est que quand une personne en a besoin, elle saura vous trouver. Voilà. Donc c'est juste mon constat. Si le message peut passer, on voit bien en tout cas une chose, c'est que le marché du marketing, donc d'être assis derrière un écran en train de je sais pas, faire des textes de vente ou des pages de produits ou j'en sais rien, c'est un métier qui
qui est en plein essor actuellement, et forcément, on est assez éloigné de la nature. Donc mettez plutôt votre énergie pour marketer la nature, si je peux dire les choses ainsi, et vous donner une piste pour votre futur. Essayez de mettre du marketing dans la nature pour faire avancer les choses de manière positive. Voilà. Allez, on passe au sujet de l'émission, qui est la perte de graisse. Donc, une question d'un auditeur qui me dit, concernant les sports, quel est le sport le plus proche pour une perte de graisse rapide entre le crossfit et la musculation? Alors, eh bien, dans ta question, déjà ta question, je sais pas si elle est posée est le plus proche, et donc est le plus rapide, je dirais. Mais certainement que ça se dit, hein, plus proche, c'est peut-être moi qui me trompe, attention. Disons qu'il faut voir ce qu'est la perte de graisse. La perte de graisse, comment elle est induite en fait. La perte de graisse, très souvent, on va dire, au niveau nutrition, on va vous dire il faut un déficit calorique. Donc ça veut dire il faut manger moins que ce que vous dépensez au quotidien, de manière à ce que la consommation d'aliments soit moins importante que votre quotidien métabolique, on va dire. Donc ce que vous foutez de votre physique, votre corps, votre cerveau, tout ça dans la journée, faut que ça demande plus d'énergie que ce que vous apportez par l'alimentation. Pourquoi ? Parce que en faisant ça, vous donnez une raison à votre organisme d'aller chercher de l'énergie ailleurs que dans votre estomac, donc dans ce que vous venez de manger, mais plutôt dans des réserves stockées depuis plus ou moins longtemps. Donc des réserves de gras autour du bide, autour des fesses, autour des cuisses, peu importe. Donc ça, c'est la façon facile de réfléchir. La problématique, c'est que si on réfléchit comme ça, on se dit que moins on mange, plus on maigrit. Alors ça, c'est une méthode court terme. Donc et souvent comme point de repère sont pris les émissions type les Américains avec les obèses là qui doivent perdre très vite, ou alors même Koh-Lanta, vous regardez, quasiment tout le monde perd du poids, mais ce sont que des durées, c'est du court moyen terme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que deviennent ces gens des années après. Donc faites attention à ça. Effectivement, d'être en hypocalorie fait perdre durant les premières périodes, mais au bout d'un moment, comme vous le savez, ceux qui en ont fait l'expérience, ont très bien vu que leur métabolisme se met à s'adapter à cet apport calorique minime, et donc du coup toutes les fonctions et la vitalité, donc toutes les fonctions organiques et la vitalité se met à marcher un petit peu comme si vous avez mis quelques crans de frein à main, quoi. Ça avance moins vite. Il y a une espèce de frein à ça, et finalement on se retrouve après des mois à même reprendre un petit peu de graisse. Donc forcément, si on ne mange rien, on maigrit, puisque l'extrême étant l'anorexie, mais au niveau du sport, c'est peut-être plus intéressant de chercher avant tout à faire avant de se mettre au régime, déjà de commencer par se mettre au sport, puisque déjà de créer une dépense supplémentaire sans trop changer son alimentation, ça crée déjà une petite différence au niveau de la journée, et le corps va un petit peu se restructurer. Et c'est pas forcément intéressant dans une phase d'apprentissage, par exemple une personne qui se met à la muscu ou une personne qui se met au crossfit, peu importe, ça me semble pas intéressant en même temps de la mettre un petit peu en mode dégradé avec une alimentation hypocalorique. Parce que forcément, c'est une personne qui va devoir se concentrer pour faire des nouveaux mouvements, faire de l'apprentissage, elle va gérer des courbatures, elle va gérer de l'intensité, et c'est pas forcément le moment, en plus de la mettre dans des grosses difficultés au niveau énergétique et compagnie. Puisque le simple fait de se mettre au sport va lui créer si elle change pas sa diète, ça va lui créer déjà une dépense supplémentaire. Donc pas la peine de gérer de jouer sur les deux tableaux d'entrée de jeu. Ensuite, on va s'intéresser au sport, donc la musculation versus le crossfit. Déjà, entre les deux, il y a eu beaucoup de
il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites parce que, alors c'est toujours bon de regarder les extrêmes. C'est-à-dire que prenez un extrême CrossFit, prenez un extrême musculation. Un extrême CrossFit, donc un crossfitter professionnel, à quoi ça ressemble, et prenez un bodybuilder professionnel, à quoi ça ressemble. Donc ne prenez pas le meilleur crossfitter ni le meilleur bodybuilder, mais prenez l'élite du bodybuilding, donc on va dire le top 10, le top 15, on va dire, des bodybuilders mondiaux, et prenez le top 10, le top 15 des crossfitters mondiaux. Donc vous verrez que chez les crossfitters, ils ont tous un physique plus ou moins en forme, il y en a qui sont plus musclés que d'autres, etc. Mais quand même, il n'y a pas une norme de musculature extrême. Prenez la même chose dans le bodybuilding, vous aurez jusqu'au 15e, donc du 1er au 15e, vous aurez que des mecs super musclés. Il n'y a pas de mecs maigres comme ça qui sont sur un plateau en bodybuilding. Donc on voit bien que la distribution en tout cas pour prendre de la masse musculaire, la musculation, en tout cas de type culturisme ou bodybuilding, semble être une méthode qui marche très bien. Par contre, en CrossFit, on va dire que c'est plus du domaine de l'aléatoire, et forcément, puisqu'un entraînement de CrossFit n'est pas un entraînement qui est relativement figé par rapport à la méthode. C'est-à-dire que si on a une personne qui va être en déficit de cardio, par exemple, mais qui serait à dominante force, etc., c'est une personne qui va peut-être plus s'exercer en cardio durant ses entraînements, et vice-versa. Donc, on voit bien que l'entraînement de CrossFit est plus un entraînement hybride, et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pratiqué, c'est une méthode hybride où on va faire du travail de force, du travail d'équilibre, du travail de technique, du travail de cardiovasculaire. Et pour la perte de graisse, effectivement, quand vous avez un rythme où vous avez du travail cardiovasculaire dedans, donc du cardio soit haute intensité, soit intensité modérée, il me semble que c'est plus intéressant, si on est purement dans la perte de graisse, de se tourner vers un sport où il y a un mélange cardio et entraînement au poids que simplement au poids. Alors je sais qu'il y a eu énormément de témoignages de personnes qui pratiquaient uniquement de la musculation pour perdre du gras. Mais on a aussi des exemples de personnes qui disaient qu'ils n'ont jamais fait d'abdominaux et qui ont pourtant des super abdominaux. Ça n'est pas quand même la manière, moi j'ai plus de personnes qui s'entraînent en muscu dans les gens que j'entends, qui pratiquent de la muscu, qui font un régime et qui n'arrivent pas à avoir justement les abdos bien apparents, que des personnes qui y arrivent. Donc il y aura toujours des contre-exemples, etc. C'est pour ça qu'en CrossFit également, on aura toujours des personnes ultra musclées, voire presque bodybuildées. Donc on pourra en tirer la conclusion que ça crée un physique ultra musclé. Faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut jamais prendre les 2-3 meilleurs, mais plutôt un échantillon. Et même quand je dis les 15 meilleurs, c'est déjà, vous imaginez le filtre énorme qu'il y a par rapport au nombre de pratiquants. Donc, pour perdre du gras, effectivement, moi, je pars du principe, en tout cas, c'est la méthode que j'applique, que j'ai appliquée, que j'appliquerai, je pense, encore, qui est de faire des entraînements hybrides entre musculation et travail cardiovasculaire, que ce soit haute intensité ou moyenne intensité ou basse intensité. Mais pour faire ce genre d'entraînement, on n'est pas obligé de faire du CrossFit. Le CrossFit étant quelque chose, à mon sens, qui permet de regrouper les individus à l'intérieur d'une communauté, une communauté positive, sportive, d'entraide, etc., et qui pour certains est un puissant moteur de motivation. C'est énorme pour certains d'appartenir à un groupe, de se faire dynamiser par ses semblables, etc., d'avoir des défis au quotidien écrits sur un tableau à la craie ou au feutre, et ça, je suis tout à fait, pour moi, si ça peut encourager des gens à s'y mettre par ce biais-là, tant mieux. C'est génial. Et je pense d'ailleurs, et c'est pas je pense, c'est même, j'en suis quasiment convaincu, que les personnes qui avaient un profil sport collectif quand ils étaient ados, s'y retrouveront peut-être plus dans le CrossFit que dans la musculation solitaire dans leur cave ou dans leur garage. Parce que justement, ce côté camaraderie, etc., peut manquer chez ces individus. Et donc, dans le CrossFit, on peut le retrouver. Mais on n'est pas obligé de faire du CrossFit pour profiter des effets brûle-graisse du CrossFit. Il faut juste observer ce qui se passe dans une séance de CrossFit.
et de se dire, ok, qu'est-ce qui est susceptible de faire brûler du gras à l'intérieur d'une séance de CrossFit? 1, l'intensité, 2, la régularité, 3, le type d'entraînement, etc. Donc analyser ça, et puis se dire, est-ce que moi, je suis obligé, quand je suis chez moi, de faire que de la musculation, ou en salle de musculation, de faire que de la musculation? La réponse est non. On peut très bien faire une demi-heure de musculation intense et une demi-heure de cardio moyenne, basse intensité ou haute intensité. On peut très bien faire ça aussi quand on est à la maison. Donc, c'est pour ça, quand tu me parles de ces deux approches, effectivement, ta question, si je la structure autrement, si je dis est-ce que faire que de la musculation, c'est-à-dire jamais de cardio, mais que de la musculation à but hypertrophie et que du CrossFit en mode CrossFit, comme c'est sur le site officiel du CrossFit avec des WOD et compagnie, et si tu as, je sais pas, 10 kilos de graisse à perdre, à mon sens, et que tu n'as pas d'attente vis-à-vis de la masse musculaire, c'est-à-dire que tu finisses ta perte de graisse avec plus ou moins de masse musculaire, tu t'en fous, je te recommanderais plutôt le CrossFit, puisqu'il me semble être plus cohérent pour la perte de graisse. Par contre, si tu as des attentes en termes de maintien de masse musculaire, de maintien de force et même de construction musculaire, je t'orienterai plutôt vers de la musculation à 70-75% de ton quotidien, enfin de ton entraînement, de ton type de pratique, on va dire, et le restant, donc 25 à 30% de travail cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce que quand on fait un travail cardiovasculaire, on peut être relativement d'accord que ça aide quand même bien à brûler du gras, notamment le cardio de basse intensité qui épuise pas trop. Là, vous savez, on est plutôt sur une filière où on va brûler du gras. Même si beaucoup ont essayé de démonter ça durant les années on va dire pas milieu, mais on va dire les années entre 2000 et maintenant, là, même encore maintenant, je pense qu'il y en a qui disent que le cardio sert à rien, mais bon, bref, moi je suis partisan du cardio, en tout cas le cardio sous forme de marche, sous forme de course, sous forme de vélo, sous forme de ce que vous voulez. Je trouve que c'est intéressant quand on a un petit peu du mal à décrocher du gras. Voilà. Donc on n'est pas obligé de faire du CrossFit pour. Si tu veux maintenir le plus de muscles possible, je te recommanderais quand même de faire des entraînements de musculation et pas uniquement par exemple du travail de force où tu fais du 1 rep ou du 3 reps. Évidemment, et d'ailleurs j'avais eu un témoignage d'une amie proche qui m'avait qui avait fait de la musculation de type muscu, type bikini, type de la musculation, on va dire type plutôt bodybuilding, donc construction de masse musculaire pendant des années, et quand elle s'est décidée à se mettre au CrossFit, elle a noté une réduction de sa force. Et évidemment, quand on passe son temps à faire du split, à travailler presque à l'échec tout le temps, essayer de mettre lourd et tout pour se développer, si on en réduit, c'est toujours pareil, hein, on peut pas, c'est comme de dire à un sprinter, sinon le sprinter serait bon au sprint et au marathon. Et on voit bien on peut pas être bon dans tous les domaines. Et quand on décide de dispatcher ses activités, donc son centre d'intérêt, si on doit être bon et dans le cardio, et dans la force, et dans l'hypertrophie, et dans l'équilibre, et tout ça, on aura certainement un très bon niveau de forme, mais on ne pourra pas demander à la personne d'exceller plus que ceux qui se concentrent uniquement sur une discipline. Et c'est normal, mais c'est pour ça que moi je trouve que le CrossFit est un bon moyen de remise en forme, de mise en forme, de préparation physique. Et effectivement, ça doit brûler pas mal de gras de manière assez intéressante. Mais après, pour une personne qui a du mal, par exemple, qui a un point faible épaule ou qui a un point faible pec, je lui recommanderais pas forcément le CrossFit. Ou en tout cas, pas que du CrossFit. Il faudra qu'elle mette à l'intérieur un certain nombre d'exercices, de méthodes pour essayer de travailler ça. Souvent, le CrossFit est pas trop fait pour ça a pas été proposé pour l'esthétisme, en fait. Ça a plutôt été proposé pour la performance, pour la préparation physique, et en effet secondaire, on va dire, on aura aussi, pour certains, des améliorations esthétiques. Mais on n'est pas du tout, en fait, l'avantage annoncé n'est pas l'esthétisme dans le CrossFit. Et je vois, et ça je le dis depuis des années, que beaucoup se tournent vers le CrossFit parce qu'ils veulent être en forme esthétiquement parlant, quoi.
Et ça, je pense que c'est pas bon. C'est un petit peu comme on disait, regardez, il y a quelques années, je crois que c'est Gundil qui disait ça, il disait entraînez-vous comme Rocky, entraînez-vous comme le fighter, entraînez-vous. C'est un peu la même chose, en fait, on voit un physique qui nous plaît, il fait quoi? Il fait tel sport, donc on fait le sport et on pense que en faisant son sport, on va avoir le physique. Très souvent, vous verrez que dans toutes les préparations physiques de ce que vous voyez à la télé, il y a de la musculation. Voilà, il y a du travail de musculation parce que les sportifs ont besoin de développer certaines caractéristiques, en tout cas certains groupes musculaires peut-être plus que d'autres pour leur performance et souvent ils font du travail de salle en plus de leur entraînement de crossfit, de leur entraînement dans leur discipline où ils excellent, etc. Donc ma recommandation, si t'es en mode je veux juste perdre du gras, je t'envoie plutôt vers le crossfit. En fait, je t'envoie plus vers le crossfit que vers le cardio pur, tu vois, le cardio où il y a que du cardio, parce qu'au moins le crossfit, t'auras de la stimulation, t'auras du travail de force et tout ça en plus, et ça peut être intéressant. Après, si tu me dis je veux quand même un physique assez bien proportionné au niveau de tous les groupes musculaires et tout, je te renvoie plus sur de la musculation intense, voilà, mais avec un travail de cardio en parallèle si tu as du mal à détacher du gras. Donc ça en premier lieu, avant même de faire de réduire tes calories. Je pars du principe que tu manges sainement et tout ce que tu veux, mais que tu manges un peu, on va dire, pour te maintenir ou légèrement au-dessus de tes besoins actuellement, sinon tu n'aurais pas forcément besoin de perdre du gras. Donc dans un premier temps de juste faire ça au niveau de l'entraînement et ensuite de jouer un petit peu avec la diète, etc. Mais bon, voilà, il n'y a pas de pour, de contre le CrossFit. Il faut juste détailler par rapport à qui, quoi, comment, quand. C'est toujours de l'individuel et je sais que beaucoup de personnes cherchent des réponses faciles, simples et tout. Moi, je pars du principe que une des bonnes raisons de se mettre à tel ou tel sport, c'est aussi celui qui nous motive le plus, puisque, chose que je n'ai pas dite là, mais évidemment, si je viens de te dire que c'est mieux la muscu avec le cardio, mais que toi, ça t'ennuie profondément de faire de la musculation et du cardio, mais par contre que le CrossFit, tu t'es stimulé jour après jour et t'as envie de continuer toute ta vie, t'auras un bien meilleur physique en faisant du CrossFit, puisque tu auras la régularité et tu vas tenir les années. Alors que la musculation, si t'en fais à fond pendant 1 an et que t'arrêtes après, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir que tu seras mieux avec le CrossFit. Si tu abandonnes la muscu, c'est normal. Donc, il faut vraiment prendre aussi ce point en considération. Et c'est vrai que quand on a plaisir à s'entraîner dans une discipline, effectivement, on peut la répéter. Et ce que je dis, c'est que souvent, pour détacher du gras, faut avoir une certaine cohérence, en tout cas un certain rythme d'activité sur la semaine, et donc sur le mois et sur les années. Et si tu trouves un sport passion qui te permet d'intégrer dans ton quotidien la pratique sportive de ton choix, en tout cas celle qui est cohérente quand même, il me semble que tu auras de bien meilleurs résultats que si tu t'adonnes à une pratique qui te dégoûte et qui te fait repousser à chaque fois la séance parce que t'as pas envie, parce que t'as pas d'énergie, parce que blablabla, etc. quoi. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire du CrossFit pour faire du cardio en plus de la muscu, donc tu peux très bien t'inspirer des entraînements de CrossFit, d'en prendre certains éléments et de les inclure. Par exemple, on voit très bien que depuis le CrossFit, beaucoup de gens font des burpees, des choses comme ça. Alors, les burpees ne viennent pas du CrossFit, mais ont été tellement mis en avant par le CrossFit qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des burpees, en parlent, etc. Ça existait bien avant et ça existera après aussi, mais ce genre de choses, c'est pas parce qu'on fait de la muscu qu'il est interdit de faire ce genre de choses. Donc si toi tu n'es pas forcément attiré par l'esprit communautaire, de communauté plutôt et de groupe et tout du CrossFit et que tu veux le faire chez toi, t'es pas obligé de dire je fais du CrossFit. Tu peux très bien faire ton entraînement comme tu le souhaites. Et d'ailleurs il y a des salles qui s'ouvrent comme ça où c'est pas CrossFit mais cross training ou circuit training ou peu importe parce que c'est quand même une licence qu'il faut payer de mémoire et des abonnements assez élevés après. Et voilà. Donc il y a pas forcément de règles. En tout cas, sache une chose, c'est que pour la perte de graisse rapide est toujours intéressant de voir le mot rapide. En fait, faut associer rapide à régularité. C'est-à-dire que quand moi il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit quelle est la façon la plus rapide, je réponds toujours la même chose. Je dis la façon la plus rapide, c'est la façon qui te permettra d'y être tous les jours. Donc tous les jours ou presque, en train de faire quelque chose pour la perte de graisse. Donc c'est ça, la perte de graisse rapide. C'est que plus on y travaille au quotidien, plus ça sera rapide.
C'est tout. Il n'y a pas parce que en fait, quand on dit la méthode, la plus efficace, les gens après vont se dire mais attends, je comprends pas, je fais du CrossFit, ça marche pas. Oui, mais t'en fais combien de fois ? Une fois par semaine. Et non. Vous savez, on a tous été plus ou moins ceux qui ont fait de la boxe, ceux qui ont fait, des sports de combat, de la danse et tout. On avait rarement plus de 1 ou 2 cours par semaine. C'était assez rare quand même. La musculation ou même les sports comme ça, c'est des sports où souvent on y est tous les soirs. Et certains ont encore la mentalité de leur sport d'avant où ils y allaient, par exemple, le mercredi c'est yoga, quoi, ou le mercredi c'est boxe, mais 1 cours par semaine, quoi. Bon, là, quand on commence à faire un sport comme ça, comme la muscu, le CrossFit, on n'est plus sur 1 cours semaine. Souvent, c'est minimum 3 entraînements pour essayer d'être cohérent. Et c'est vrai que mieux vaut 1 que rien, attention. Hein. Mais on change un petit peu la donne, quoi. Donc, de croire que, vu que je viens de dire que le CrossFit était mieux et d'en faire 1 fois par semaine et c'est génial, là non. Là, par contre, attention, faut pas comprendre les choses comme ça, quoi. Donc voilà, bon, je pense que pour tous ceux qui m'écoutent, en tout cas la majorité d'entre vous, vous avez plus ou moins le même point de vue que moi sur le sujet, quoi. Il faut trouver le bon équilibre entre qu'est-ce qu'on veut réellement au niveau du développement physique et qu'est-ce qu'on veut réellement au niveau du tour de taille. Et rien ne vous empêche pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans ou 10 ans de faire du CrossFit et après de vous mettre à la muscu et vice versa. Vous signez pas un pacte avec une religion à vie, CrossFit ou muscu. C'est laissez-vous le choix de changer quand vous voulez, et peut-être même un jour vous ferez du powerlifting ou de l'haltérophilie, peu importe, mais moi de toute façon à partir du moment où il y a activité physique, pour moi c'est la communauté, elle est là, quoi. C'est activité physique globalement. On trace une grande bulle comme ça et on y fout tous les sports dedans. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est le fait de reconnecter avec son corps, d'apprendre à servir de son cerveau pour que le mouvement soit efficace, soit performant, soit à la fois parfois dans certaines disciplines esthétiques ou autres. Et donc du coup, moi il y a pas après à l'intérieur, il y a des petits mondes comme le CrossFit, le body, le power, le tout ce qu'on veut. Mais pour moi, on utilise souvent les mêmes barres, hein, il faut pas l'oublier. Même si il y en a qui sont peut-être plus chers que d'autres et plus techniques que d'autres, on utilise quand même plus ou moins les mêmes outils en tout cas. Voilà, donc je m'arrête ici pour cet épisode. Encore une fois, si vous voulez aller voir les 7 techniques de musculation pour se développer ou ne pas stagner, allez voir, c'est des petits tips comme ça que je vous filme et que je vous commente avec halter, avec barre, avec tout ce que vous voulez. Et donc c'est en lien dans les notes de l'émission. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous avez une question, allez sur le lien, posez votre question ici avec le formulaire anonyme. Je vous laisse. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très
très bonne fin de journée à tous.